Vous savez ce qu'il y a de pire au monde. C'est de ne pas avoir cru votre enfant alors que celui-ci vous disait quelque chose, et que cette chose a mené à sa mort. Comme les enfants qui disent qu'un monstre se cache dans un placard, nous autres, parents, on fait semblant de regarder partout pour rassurer notre enfant, et voilà. Mais imaginez que cette fois-ci, votre enfant n'a pas simplement imaginé le monstre, que dans le placard, il y a bien quelque chose. C'est ce qui s'est passé pour moi. Nathan était fan de dessins animés de tout type, que ce soit l'âne Trou-Trou, Peppa Pig, Masha et Mishka, et j'en passe. Bon, il avait 4 ans, ça va, c'est de son âge. Je lui mettais souvent les dessins animés quand j'étais occupé dans la cuisine ou en train de travailler. J'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi et ainsi m'occuper du petit pendant que ma femme travaille à son bureau. Étant donné qu'à la télévision classique, je vais dire, il n'y a pas ses dessins animés préférés quand on le souhaite, j'ai décidé de lui créer un compte YouTube Kids. Ainsi je pourrais lui mettre ses dessins animés quand je le souhaitais, et sans risque de tomber sur des chaînes d'horreur, comme les histoires de Skull par exemple. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire « Mais faut pas laisser son enfant devant la télé, ce n'est pas bon pour son éveil, etc. » Je le sais, mais ce n'est pas parce que je le laissais un peu devant les dessins animés que je suis un mauvais père. J'en suis un, mais pas pour cette raison. Un jour, alors que je travaillais sur un texte assez conséquent, j'ai entendu mon fils rire tout seul. Il était devant la télé, et je pensais qu'il riait pour un dessin animé. Mais quand je me suis tourné pour regarder, il n'y avait rien à l'écran. L'écran était noir, comme si la télé était éteinte, alors que non, puisque je voyais le voyant qui était vert. Pourtant mon fils riait aux éclats, et applaudissait à cet écran noir. J'ai trouvé ça surprenant. Je me disais que l'écran, qui s'était éteint probablement suite à un bug de la box, l'avait fait rire. Mais je ne comprenais pas pourquoi autant de rire et d'applaudissements. Ensuite, je me suis dit que parfois les enfants agissent bizarrement. J'ai donc éteint la télé pour la rallumer ensuite. Nathan a soudain poussé un cri de colère parce que j'avais éteint. Il me disait que j'avais éteint le dessin animé marrant. J'ai d'abord été surpris et je lui ai dit qu'il n'y avait rien à la télé, que l'écran était noir. Et je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase qu'il est parti dans sa chambre avec colère. C'était la première fois que je voyais Nathan faire une colère aussi forte. Je peux vous dire qu'il est parti marchant d'un pas très agressif et il a même claqué la porte de sa chambre. C'était très inhabituel pour lui. J'ai été très surpris et ne sachant pas quoi faire, je l'ai laissé dans sa chambre et j'ai éteint la télé. Au moment d'éteindre la télé, j'ai cru entendre un sifflement très léger venant des haut-parleurs. Quelqu'un qui semblait siffler, mais c'était très léger et je n'arrivais pas vraiment à distinguer les notes. Je me suis approché des haut-parleurs en y collant mon oreille droite, car c'était impossible que le son venait de la télé, puisqu'elle était éteinte. Alors que je n'entendais plus rien depuis quelques secondes, j'ai failli faire un arrêt cardiaque lorsque le son s'est mis en marche sur une saleté de pub. Je crois même que j'ai poussé un cri. Mon oreille quant à elle sifflait, tellement le son était fort. Je me suis mis devant l'écran pour pouvoir éteindre, quand je me suis aperçu que la pub était très étrange. La musique, c'était le sifflement que j'avais entendu tout à l'heure. Une mélodie entraînante, qui restait bien en tête. Ça faisait à peu près... Et sur l'écran, il y avait un fond tout noir, avec un personnage très étrange qui me regardait en souriant. Il était en noir et blanc, et sa tête était très grosse, comme une sorte de ballon de baudruche. Il avait sur celle-ci un tout petit chapeau qui faisait un peu ridicule comparé à la taille de sa tête. Ses yeux étaient très grands aussi, et il tourbillonnait comme les personnages de dessins animés quand ils se cognent. Et il avait un grand sourire, un sourire très malsain. Son corps était mince, ce qui était mal proportionné avec la taille de sa tête, et dans ses mains, il tenait le seul objet qui était en couleur, une hachette. Elle était rouge sombre au bout, mais pas un rouge de dessin animé, un rouge bien de chez nous, un rouge comme du sang. L'image ne bougeait pas, et le voir me fixer comme ça me mettait mal à l'aise. J'ai ensuite remarqué l'option passer la publicité, en bas à droite de l'écran. J'ai appuyé sur le bouton de la télécommande, mais rien n'y faisait, ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs, j'étais surpris qu'il y ait des publicités sur YouTube Kids. Je pensais qu'il n'y en avait pas justement. Au bout d'un moment, j'ai cru que c'était la télé qui buguait, alors j'ai débranché l'écran, qui s'est éteint pour de bon. Cette musique si flottante m'est restée dans la tête le restant de la journée. J'ai essayé ensuite d'aller raisonner Nathan, mais quand il m'a vu, il a poussé un cri et m'a jeté des jouets. Cette fois, je l'ai mal pris, et j'ai élevé la voix afin de le calmer. Puis je l'ai pris par la main pour l'emmener dans le salon. Il pleurait à très grosses larmes et disait qu'il me détestait. Quand je suis arrivé dans le salon,
j'ai été super surpris de voir l'écran allumé. Et encore ce personnage qui m'imite de se brosser les dents avec une brosse à dents imaginaire. Quand Nathan a vu l'écran, il est passé des larmes au rire. Il m'a poussé et a couru devant l'écran. Je ne savais pas quoi penser. J'avais peut-être mal débranché à la télé, mais ça me semblait étrange quand même. J'ai été vérifié et le câble était bel et bien branché. J'étais pourtant certain de l'avoir débranché. C'était très étrange. Je me suis assis dans le canapé derrière Nathan et je voyais ce personnage mimé d'autre chose. J'ai changé de chaîne et il était encore là, dans les autres dessins animés. Dans Trotro, il était là. Les héros de la série semblaient avoir peur de lui et se cacher derrière divers objets de la maison. La musique de la série a changé pour laisser place à cette musique entêtante. Mais celle-ci était comme saccadée et glitchée. Elle était mélangée à la musique de Anne Trotro et l'ensemble était affreux. Le personnage bizarre, le Whistle Guy d'après le titre en haut de l'écran, marchait d'un pas saccadé. Et lui, il était en noir et blanc, ce qui faisait tache dans le fond ultra coloré de cette série. Le Whistle Guy avait brandi sa hachette et avait attrapé Trotro par les oreilles et l'a soulevé. Puis, il s'est mis à siffler et il a planté la hache dans le cou de l'âne. Du sang a coulé, remplissant l'écran. J'ai éteint la télé, c'était beaucoup trop violent pour un enfant. Je ne comprenais pas comment ce truc avait fait pour atterrir sur YouTube Kids. La télé s'est bien éteinte cette fois-ci. Et chose qui m'a surpris, Nathan est parti jouer avec ses petites voitures sans dire un mot, comme s'il n'avait jamais fait de crise auparavant. C'était très étrange. Le soir venu, ma femme est rentrée du travail. Je lui ai expliqué la crise que Nathan avait faite. Elle aussi n'arrivait pas à l'expliquer. Elle m'a dit de le mettre moins devant la télé. Alors que nous étions en train de dormir, Nathan a poussé un hurlement. J'ai de suite couru voir ce qu'il avait. Il était assis au bout du lit, le visage plein de larmes. Il m'a fait montrer du doigt sa penderie. Il m'a dit que le méchant était dedans. Pour le rassurer, j'ai ouvert la porte et j'ai regardé. Et bien sûr, il n'y avait rien. Je lui ai fait un baiser sur le front et je l'ai recouvert en lui disant qu'il n'y avait rien et que je ne laisserai jamais personne lui faire du mal. Ça a semblé le réconforter et je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le lendemain, c'était une journée ordinaire. Ma femme était au travail, mon fils jouait avec ses jouets et moi j'étais en train de travailler. Alors que j'étais en train d'écrire, j'ai entendu la télé s'allumer et le sifflement étrange du Whistle Guy retentir. Je me suis tourné vers la télé et c'était bien ça. J'ai jeté un coup d'œil à Nathan pour voir s'il avait entendu et non. Il était toujours retourné et assis par terre face à ses jouets. C'était bizarre car le son était assez fort. Alors que j'allais éteindre la télé, j'ai remarqué que le Whistle Guy semblait me regarder et ses yeux étaient en tourbillon. J'étais comme hypnotisé par eux et j'ai alors remarqué le décor dans lequel il était, dans un de mes films d'horreur préférés, The Ring. Il a ensuite posé ses mains sur l'écran et s'est claqué violemment la tête contre l'écran. Du sang coulait sur son visage. Le truc, encore plus étrange, c'était que la télé tremblait à chaque coup qu'il donnait contre l'écran. Il a donné un coup tellement fort que la télé est tombée et l'écran s'est cassé. Alors que je restais abasourdi me posant plein de questions, j'ai entendu Nathan se mettre à siffler la musique du Whistle Guy. D'ailleurs, étrangement, il était toujours retourné et assis face à ses jouets. Mais j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. Une flaque d'un liquide rouge ressemblant à du sang était en train de s'élargir sous lui. Je me suis approché de lui doucement et j'ai vu avec horreur que c'était notre chat qui était allongé par terre, le ventre ouvert et une hachette plantée dans sa tête. J'ai touché l'épaule de Nathan, mais celui-ci n'a eu aucune réaction. Il continuait de siffler et soudainement, tout est devenu noir autour de nous. Seul Nathan était éclairé. J'ai alors compris. J'étais dans un rêve. Un très mauvais rêve, sans doute à cause de ce dessin animé étrange. J'ai essayé de me pincer mais pas moyen de me réveiller. J'ai reculé de quelques pas et Nathan a tourné sa tête complètement. Son visage était face à moi, alors que son corps était dans l'autre sens. Mais ce n'était pas le visage de Nathan que je voyais, ou plutôt si, mais il se transformait. Sa tête commença à gonfler, et ses yeux également. Petit à petit, son visage s'est changé en celui du Whistle Guy. Il a fait des petits couinements comme s'il pleurait. Sa bouche semblait triste, alors que ses yeux semblaient emplis de haine. Il a ouvert la bouche, et c'est la voix de Nathan qui est sortie, et qui disait « Papa, j'ai mal ». Mon cœur s'est serré quand j'ai entendu ces mots. Puis cette chose s'est complètement retournée en un seul mouvement, avec un petit bruit d'os qui craque. Il était toujours assis et me tendait les bras comme s'il voulait un câlin.
Mais je ne pouvais pas. J'étais sûr que ce n'était pas Nathan. Il n'avait plus rien du petit garçon qui était Nathan d'ailleurs. Maintenant, c'était le Whistle Guy complètement. Alors qu'il voyait que je ne venais pas, il se levait d'un bond, et tout ce qui était autour de moi s'est transformé en maison de dessin animé, en noir et blanc. La seule chose en couleur était une porte au bout de la pièce. J'étais sûr que c'était la sortie de ce rêve. Alors que je me précipitais vers la porte, une musique a retenti dans l'air. Le thème du Whistle Guy. J'ai regardé le personnage qui me poursuivait avec sa hachette brandie en l'air. Il avait ses yeux qui tourbillonnaient, et son sourire malsain était très grand. La musique devenait de plus en plus étrange, à mesure qu'il courait d'un pas rapide et saccadé vers moi. Je me suis précipité, et j'ai ouvert la porte. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dans la pièce, je me suis dépêché de fermer la porte derrière moi. J'étais maintenant dans une pièce très noire, derrière une porte avec des petits trous, et je voyais le lit de Nathan. Sur celui-ci, je pouvais voir Nathan qui dormait. Mais j'ai aussi vu ce personnage horrible venir vers lui, et lui abattre la hache dans la tête. J'ai hurlé, et j'ai ouvert la porte. Je me suis précipité sur le personnage. Je lui ai saisi la hache, et je lui ai planté à plusieurs reprises dans le cou. Celui-ci avait le visage ensanglanté. Il m'a regardé, et a mis son index devant la bouche, et m'a fait « Chut ». Puis j'ai entendu ma femme hurler. Tout autour de moi était redevenu clair. Et surtout, j'ai vu avec horreur que ce n'était pas dans le Whistle Guy que j'avais planté ma hachette, mais dans la tête de mon fils. La porte de son placard était grande ouverte. J'avais dû sortir de là. Je me suis effondré sur le lit. J'ai essayé de secouer Nathan pour qu'il se réveille, mais je l'avais tué. Ma femme a hurlé et s'est jetée sur moi. Elle a essayé de me planter avec la hache avant de s'effondrer en pleurs sur le corps de Nathan. Elle hurlait son prénom. J'étais assis par terre en train de regarder l'horreur que j'avais commis. J'ai ensuite été appeler la police pour leur dire ce que j'avais fait. Bien entendu, personne ne m'a cru, et je suis dans un hôpital psychiatrique. Je m'en veux horriblement de ce que j'ai fait. Même si je sais que ce n'était pas vraiment de ma faute, je me dis que j'aurais pu faire autrement. Je vais sans doute mettre fin à ma vie dans quelques jours. C'est pourquoi je tiens à laisser une trace de mon histoire. Le Whistle Guy est très dangereux. Si vous entendez son sifflement, il est déjà trop tard. Il s'agit d'un sentiment de tristesse ou de vide présent presque tous les jours et toute la journée. La particularité est que cette tristesse est quasi permanente et n'a pas de motif précis énoncé par la personne. Diminution de l'intérêt. Une absence de plaisir pour des activités qui étaient agréables pour la personne avant l'épisode dépressif. Troubles du sommeil. Les troubles du sommeil dans la dépression sont caractérisés par l'insomnie ou l'hyperinsomnie. Évolution de comportement psychomoteur. Les personnes atteintes de troubles dépressifs ont des gestes lents, un débit de parole lent. Fatigue. La première fois que je l'ai vue, c'était quand j'étais enfant. Cette chose était collée à mon père en permanence. Elle le suivait comme une ombre. Elle lui chuchotait sans cesse des trucs à l'oreille. Vous pouvez nous décrire cette chose ? D'après mes souvenirs, elle était de taille moyenne, humanoïde. La peau grise, couverte de minuscules boutons, luisante. Sa peau était luisante comme si elle était couverte d'huile. Elle n'avait pas de vêtements, mais pas d'attributs sexuels. Enfin, je ne sais pas, je me souviens pas bien. Ce dont je me souviens le plus, c'est... C'est quoi ? Sa tête. Avec son... Son cerveau ? Visible ? Et sans yeux ? Uniquement une trompe en plein milieu du visage. C'est ça, cette trompe immonde qu'il posait sans cesse sur les oreilles de mon père pour lui chuchoter des choses que je n'arrivais pas à comprendre. En réalité, cette chose ne peut pas chuchoter. Elle envoie des pensées via sa trompe directement dans le cerveau de la victime. Et plus la victime est touchée, plus le cerveau dégage de mauvaises pensées, plus cette chose a de la place pour, aspirer les pensées positives de la victime et s'en nourrir. C'est assez complexe à expliquer et on a tendance à croire qu'elle chuchote car ça produit en effet une sorte de petit bruit qui... Désolée, continuez. Donc cette chose aspirait les pensées positives de mon père.
J'ai essayé de lui dire que je voyais ce monstre collé à lui. J'ai prévenu ma mère aussi, mais ils ne m'ont pas cru. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont emmené voir un psychologue pour enfants. Et bien sûr, j'ai été interdit de regarder toutes sortes de séries ou jouer à des jeux vidéo qui présentent des créatures surnaturelles. Et cette chose ne semblait pas me voir, ou du moins, elle ne me prêtait aucune attention. Je me souviens combien j'avais peur. Je ne voulais pas être seul. Les nuits étaient pour moi une source de terreur. J'avais peur d'ouvrir les yeux et de voir cette chose en face de moi. Mais comment avez-vous fait pour ne plus le voir à ce moment? Vous n'aviez qu'une dizaine d'années, si je ne me trompe. Mon père est rentré du travail un soir avec un air plus sombre que d'ordinaire sur son visage. J'ai été lui dire bonsoir comme d'habitude, mais il ne m'a pas regardé. Il est parti dans la salle de bain avec ce monstre collé à lui. Ma mère m'a dit de ne pas lui en vouloir, qu'il avait eu une mauvaise nouvelle à son travail et qu'il était très triste. Donc je suis retourné jouer à ma Game Boy. Et c'est une bonne heure après que je l'ai entendu. Le hurlement de ma mère qui provenait de la salle de bain. J'ai lâché ma console et je suis parti voir pourquoi ce cri. Et j'ai vu ma mère effondrée, qui pleurait et hurlait le prénom de mon père en le prenant dans ses bras. Lui, il était couvert de sang. Mort. Il s'était tranché la gorge. C'est depuis ce jour que cette créature est partie. Je suis vraiment désolée pour votre père. Et oui, c'est aussi pour cette raison que cette créature est vraiment dangereuse. Les personnes victimes du mangeur d'espoir ont différentes façons de mettre fin à cette souffrance. Certains partent, tout simplement. J'ai récemment entendu une personne qui a abandonné sa vie de famille, son travail, ses amis, ses passions, bref, toute sa vie. Il est parti un matin, espérant que ses mauvaises pensées s'en aillent avec lui. Car il m'a dit qu'il faisait souffrir sa famille, à être toujours déprimé. Qu'au moins maintenant, dans la rue, personne ne faisait attention à lui. Bien sûr, il ne m'a pas cru quand je lui ai dit que c'était à cause d'une créature. Ensuite, il y a le cas des personnes qui savent que quelque chose ne va pas. Ils prennent donc rendez-vous avec des spécialistes, des psychologues, etc. Mais généralement, ça ne mène à rien, et ces personnes passent à l'étape suivante. Celle que votre père a malheureusement choisie, la mort. Mais comment on fait pour pouvoir l'arrêter sans mourir, si on ne la voit pas? Il n'existe qu'une seule méthode d'après mes connaissances, mais c'est extrêmement dangereux. C'est une sorte de rituel, mais si ça échoue, la personne qui a fait ce rituel meurt. La créature va le pousser encore plus au suicide. Mais pourquoi exactement êtes-vous venu me voir? Parce que si je comprends bien, votre père est malheureusement... Regardez ce que ma fille a dessiné. Vous voyez? Ça, c'est moi. Et regardez ce que j'ai derrière moi. Cette chose avec cette trompe sur ma tête. Elle voit exactement ce que je voyais quand j'étais gosse. Oui, c'est bien cette créature, le mangeur d'espoir. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est que d'habitude la créature n'attaque pas les enfants directs d'une des victimes. Ils attendent au moins la génération suivante. Je ne sais pas pourquoi exactement. Une histoire liée au cerveau. Si cette chose est bien avec vous, c'est que votre père a essayé le rituel et ça n'a pas marché. Quel rituel? Mon père ne croyait pas à ces choses. Apparemment si. Parce que c'est uniquement de cette façon que le mangeur d'espoir va attaquer les enfants d'une victime. Je suis désolée de vous l'apprendre comme ça, mais votre père vous a sacrifié. Je vous interdis de dire des choses pareilles. Je vous assure que c'est la seule raison qui poussera la créature à attaquer les descendants directs d'une victime. La créature réagit de cette façon pour se venger, pourrait-on dire. Et la seule façon de vous en débarrasser, c'est soit la mort, soit le sacrifice. Vous déraillez de plus en plus. Je n'aurais jamais dû venir vous voir. Je sais que ça a l'air fou, mais c'est la vérité, vous pouvez me croire. Et pourquoi je vous croirais? Parce que vous avez étudié ces démons. Pour commencer, oui, mais qu'ensuite j'ai vaincu une de ces choses. Et si je vous dis que c'est la seule solution, vous pouvez être sûr que j'ai tout essayé. Vous n'êtes pas morte? J'en conclus donc que vous avez sacrifié quelqu'un? Oui. Quand vous dites sacrifier, on parle bien de la même chose. Si vous pensez à une mort comme on l'entend, la réponse est non. Le sacrifice dont je vous parle ici, ce n'est pas l'enveloppe humaine. Il s'agit de l'esprit. Pour être plus clair, vous offrez l'âme d'une personne à un démon.
La personne sera toujours en vie, mais sera atteinte de folie ou autre chose de ce genre. Vous avez fait ça? Vous êtes une ordure. Il fallait bien que je vive. Et vous vivez avec ça sur la conscience? Oui, mais il le fallait. J'étais obligée de rester en vie et dans un état normal pour aider mon fils qui était gravement malade. Je comprends pas. J'étais possédée par ce mangeur d'espoir. Mais mon fils est tombé gravement malade à ce moment. Mon mari ne savait pas comment gérer tout ça. Il a lâché prise, nous a abandonnés, me laissant en état de déprime permanente avec notre fils qui n'avait même plus la force d'ouvrir les yeux. J'ai donc dû faire un choix. J'ai réalisé le rituel de sacrifice. J'ai sacrifié l'âme de mon mari. Ainsi, je n'étais plus en dépression et j'ai pu m'occuper de mon fils. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien et écoutez-moi. Vous êtes en danger. Même si vous ne sentez pas encore les effets de cette créature, celle-ci est accrochée à vous, par la faute de votre père, qui a essayé ce propre rituel, mais qui a échoué. Je ne sais pas qui l'a voulu sacrifier et ce n'est pas important. L'important, c'est que si vous mourrez, la créature a de fortes chances d'attaquer votre fille. Vous n'avez donc que cette possibilité, le sacrifice. Je vais vous expliquer comment procéder. Je dois vous prévenir que si vous échouez, c'est votre fille qui sera victime à son tour, et ainsi de suite. Voilà, je vous ai noté comment procéder. Faites attention, chaque détail a son importance. Maintenant, je ne veux plus vous voir ici. Partez. Et c'est comme ça que ça a commencé. Arrivé chez moi, je me suis assuré que ma femme et ma belle-fille étaient bien parties chez ma belle-mère pour le week-end. Puis, je me suis assis dans le fauteuil et j'ai ouvert la note de la chasseuse de démons. Puis j'ai pleuré. Je pense que c'était dû à la présence derrière moi de cette chose invisible. D'un coup, je me suis mis à me débattre contre rien. Rien de palpable en tout cas. Puis j'ai crié. Crié à cette chose de me laisser tranquille. De laisser ma famille tranquille et de partir. Mais évidemment, rien ne s'est passé. Je me suis effondré dans le canapé et je me suis mis à rire nerveusement. C'est à ce moment que mon téléphone s'est mis à sonner. C'était ma fille. Elle m'a demandé comment j'allais, et elle m'a dit qu'elle avait fait un cauchemar avec un monstre éléphant, et que d'après maman, j'allais faire peur au monstre, et le monstre ne reviendrait pas. Quand elle m'a dit ces mots, j'ai retenu une envie de pleurer, et avec la gorge nouée, je lui ai répondu que ce n'était qu'un cauchemar, et que ce n'était pas vrai, que j'allais quand même chercher si un monstre se trouvait dans sa chambre, et que si c'était le cas, j'allais le chasser. Quand elle a entendu ça, elle s'est mise à rire et m'a dit que j'étais un super-héros, que j'étais super fort. Comment j'aurais pu faire pour ne rien faire ensuite? C'est pour cette raison qu'une fois raccroché, j'ai ressorti le papier, et j'ai commencé à lire attentivement les choses qu'il fallait. Une craie, pour tracer un cercle, 12 bougies blanches, une coupe ou un bol, avec un peu d'eau à l'intérieur, un petit tas de branches d'arbres, une allumette ou un briquet, quelques cheveux ou ongles, ou une autre partie de la personne à sacrifier. J'avais chez moi quasiment tous les ingrédients qu'il fallait. Les craies dans la chambre de ma fille, les bougies, j'en avais dans le placard, utile en cas de coupure d'électricité. Un bol, qui n'a pas de bol chez lui. Des branches dans mon jardin, j'en avais. Des allumettes, oui j'en avais. La seule chose que je n'avais pas, c'était une personne à sacrifier. Puis, j'ai pensé à ma vieille voisine. Et je sais que c'est horrible ce que je vais vous dire. Mais j'ai pensé à elle car je me disais que, étant donné son âge avancé, il ne devait pas lui rester beaucoup de temps à vivre. Et je me disais que si elle devenait vraiment folle, les médecins se diraient probablement que c'était dû à son âge. J'ai donc réfléchi quelques secondes, puis je suis allé chez elle. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai complètement improvisé. J'ai demandé si je pouvais utiliser son téléphone car j'avais perdu le mien, et que je devais contacter en urgence ma femme. Elle a accepté et m'a conduit à son téléphone, en me proposant un café ou un thé. Elle était tellement gentille. Je ne savais pas comment j'allais procéder pour avoir des cheveux. Une fois que j'ai fait semblant de téléphoner, j'ai accepté son offre. Puis j'ai demandé si je pouvais utiliser les toilettes. Encore une fois, elle a accepté. J'espérais trouver une brosse à cheveux avec des cheveux dessus dans la salle de bain. Et oui, il y en avait eu bien une. J'étais soulagé. Je n'avais donc pas besoin de recourir à la force. Je me suis empressé de prendre les cheveux et de les mettre dans du papier toilette que j'ai ensuite soigneusement plié et placé dans ma poche de manteau. Puis, j'ai coupé court à la conversation et je suis retourné chez moi. J'ai vu comment faire le rituel
C'était assez simple. J'ai bougé tous mes meubles et j'ai laissé un grand espace. Puis j'ai tracé le cercle qu'on m'indiquait. Puis j'ai lu ce qu'il y avait de noté sur la note de la chasseuse de démons. Une fois la préparation terminée, je me suis mis au centre du cercle, puis comme indiqué, j'ai mis le feu aux branches, en y mettant les cheveux de ma voisine. Et j'ai ensuite entendu comme ça, une bonne dizaine de minutes. C'est quand j'allais sortir du cercle que tout a changé. Il a fait noir, mais un noir total. Je ne voyais plus ni le sol, ni le plafond, ni les murs, rien. Puis j'ai vu un peu plus loin une lueur, une sorte de forme fantomatique. C'est le signe que le rituel a fonctionné. Je savais ce que je devais faire. J'ai donc avancé vers cette forme qui n'était autre que cette créature avec cette trompe en plein milieu du visage. La revoir ainsi m'a fait remonter des souvenirs dans ma tête, mais ce n'était vraiment pas le moment. La créature s'est tournée vers moi. J'ai alors entendu une voix dans ma tête qui m'a dit « On se revoit enfin. Avant que j'accepte ton sacrifice, laisse-moi te faire montrer quelque chose. » La note m'avait prévenu que le mangeur d'espoir allait tenter de me faire déprimer, de me faire changer d'avis, et que je n'avais pas le choix d'accepter de jouer le jeu, et que c'était là que ça allait devenir difficile. J'ai donc répondu que j'étais d'accord. Soudainement, tout est devenu d'un blanc éclatant. Puis, je me suis trouvé dans une pièce qui m'était familière, et que j'ai reconnue de suite. C'était la chambre de mes parents, et j'ai vu mon père qui tenait dans ses mains une craie, des branches, et tout ce qu'il fallait pour faire le rituel, et qu'à la place des cheveux ou autre, il avait une de boîte dans laquelle ma mère mettait mes dents de lait. Puis, je l'ai vu faire le même rituel que je venais de faire. Et j'ai vu mon père être immobile, les yeux vitreux, de la salive coulant de sa bouche entrouverte, puis s'effondrer sur le sol. Mon père m'avait bien offert en sacrifice, je n'en revenais pas. Mais le sacrifice n'avait apparemment pas fonctionné, puisque je n'étais pas fou. Il avait dû échouer à cette épreuve. Soudain, tout est redevenu noir. Puis j'ai revu le mangeur d'espoir qui a une nouvelle fois parlé dans ma tête et m'a dit « Ton père ne t'aimait pas, et toi, tu n'aimes pas ta propre fille. Regarde ce qu'elle deviendra si tu ne meurs pas. Regarde le mal que tu vas créer autour de toi. » Puis, tout est redevenu d'un blanc éclatant, et j'ai atterri dans une maison que je ne connaissais pas. J'ai vu ma fille, mais pas petite comme maintenant, non. Une belle jeune femme, mais à l'air si triste, des grosses cernes sur les yeux. Elle tenait une bouteille de vodka dans la main, et un couteau de l'autre. Il y avait du sang sur ses poignets. Elle a semblé me voir et m'a dit « C'est de ta faute, papa. Tu es un monstre. Regarde ce que tu m'as fait. Tu as tué maman. Tu m'as tué moi. Tu n'es rien. » Puis j'ai vu des coupures de journaux qui venaient d'apparaître sur le mur. Un homme massacre sa femme à coups de hache. Un homme maltraite sa famille pendant une dizaine d'années. Puis la pièce a changé pour devenir notre actuelle salle à manger. Je me suis vu en train de frapper violemment ma femme. Me voir faire ça m'a fait un choc. Jamais je n'avais levé la main sur ma femme. Je l'aimais plus que tout. Et j'ai hurlé à moi-même d'arrêter. Mais l'homme qui était censé me représenter continuait de frapper et de rire. Ce n'était pas possible. Comment les choses auraient pu être tournées ainsi? Puis, tout est redevenu noir. Et le mangeur d'espoir m'a dit que c'était mon avenir, si jamais il acceptait le sacrifice. Que maintenant je devais choisir. Soit je mourrais, soit la vie de ma femme et de ma fille serait anéantie. Cette chose, la chasseuse de démons ne m'avait pas averti que j'aurais un choix à faire. Même maintenant que j'ai vu ce que serait la vie de ma fille et de ma femme, je n'avais pas le choix d'accepter la mort. Mais quand j'ai failli répondre que j'abandonnerais le sacrifice, je me suis dit que c'était sûrement une ruse de sa part, que rien de cela ne se passera. J'ai donc dit que j'étais prêt à prendre le risque. Puis sans aucune réponse, tout a disparu. Je me suis retrouvé chez moi, au milieu du cercle. J'ai vite versé l'eau sur le tas de branches, puis j'ai effacé le cercle. Je n'en revenais pas de ce que je venais de faire. J'avais vaincu cette chose, j'avais réussi. Ou du moins, je pense, parce que je n'avais aucune manière d'en être sûr. J'ai alors regardé par ma fenêtre pour apercevoir ma voisine. Je l'ai vue qui sortait de chez elle, complètement nue. Elle s'est allongée au milieu de la route. J'ai couru dehors, mais... trop tard. Une voiture est arrivée à vive allure et l'a percutée. Le rituel avait bel et bien fonctionné. Je n'avais plus le mangeur d'espoir sur moi. Ma fille non plus.
J'ai vaincu cette chose, mais à quel prix? Je le vois encore, en regardant par ma fenêtre la nuit, au loin, immobile en plein milieu de la route déserte. C'est pour cette raison que j'ai enfin décidé de vous en parler, avant qu'il ne m'arrive quelque chose. Ce que je m'apprête à vous raconter, s'est passé il y a quelques années, quand j'étais encore adolescent. J'avais 11 ans, et c'est le souvenir le plus horrible que j'ai. Avec mes amis Christophe et Nolan, on adorait visiter les vieilles maisons abandonnées, surtout celles où il y avait encore plein de choses. On s'amusait à s'imaginer des histoires flippantes sur le pourquoi les habitants avaient décidé de fuir. Nous habitions en campagne, et ce n'était pas rare de voir des maisons devenir inoccupées du jour au lendemain. Nos parents n'aimaient pas trop ça, car c'était assez dangereux, et ils avaient raison. Beaucoup de ces maisons étaient vieilles et tombées en ruine. On pouvait facilement tomber d'un étage, ou recevoir des trucs en pleine tête. Mais à 11 ans, on n'avait pas conscience des dangers. En tout cas nous, on s'en fichait. On adorait ça le danger. Il y avait une sorte de manoir qui nous faisait de l'œil depuis quelque temps. Le bâtiment avait l'air abandonné, mais nous n'osions pas nous y aventurer. D'après les rumeurs du village, ce manoir était hanté. D'autres personnes racontaient aussi que ce bâtiment était devenu un lieu de culte satanique. D'autres, un repère pour des transactions douteuses. Vous vous doutez que si je vous raconte cette histoire, c'est qu'on a finalement décidé de nous y rendre. On avait décidé ça dans la cour de récréation. On se disait qu'on avait déjà fouillé toutes les maisons abandonnées du village et qu'il serait temps de s'attaquer au manoir. Et ce, dès le soir même. On avait un plan. Je devais dire, ainsi que Nolan, qu'on dormait chez Christophe. Et lui devait dire qu'il dormait chez moi. Vu qu'on dormait beaucoup les uns chez les autres, nos parents nous ont cru sans problème. On avait préparé notre sac, avec de l'eau, des lampes de poche et des biscuits. Puis nous sommes partis en direction du manoir. Il se situait juste à l'extrémité du village, aux abords d'un petit bois. Il devait être 20 heures, mais la nuit était déjà tombée, et la vision de ce manoir, avec les arbres derrière, était sinistre. Il nous faisait froid dans le dos. On a parcouru le chemin de petits graviers qui menait à l'entrée du manoir. On ne disait pas un mot. On regardait partout autour de nous pour voir si quelqu'un était là. Mais personne. Et l'endroit était extrêmement silencieux. On entendait juste le bruit de nos pas sur le gravier. Lorsque nous sommes arrivés non loin de l'entrée, on pouvait voir les fenêtres brisées pour la plupart, ainsi que la grande porte qui était ouverte. Nous nous sommes stoppés, essayant d'écouter pour voir si on entendait des voix à l'intérieur. Mais rien du tout. Alors qu'on s'avançait vers la porte d'entrée, j'ai cru apercevoir une lueur derrière une des fenêtres. Mais quand j'ai regardé plus attentivement, il n'y avait plus rien. Je n'en ai pas parlé aux autres, car je me disais que ça devait être un effet de mon imagination. La porte était grande ouverte, ce qui était étrange. Mais on ne s'est pas posé de questions. Nous avons pénétré dans le bâtiment. À peine rentrés, nous avons senti comme un frisson nous parcourir le dos. Vous savez, c'est comme si on sentait le courant dans la pièce. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais nos poils de bras se sont hérissés, et on sentait vraiment une sorte d'énergie envahir la pièce. On s'est regardé, puis on s'est dit qu'on devait continuer à explorer, car ça avait l'air génial. En effet, je me souviens que le grand hall ressemblait à celui du manoir de Resident Evil. Je ne sais pas si vous connaissez. Un grand escalier juste devant nous, et des salles à droite et à gauche. Il n'y avait aucun mobilier, à part des chaises brisées, et un autre meuble tout aussi en ruine. Le sol était sale, recouvert de poussière. Mais on a remarqué des empreintes assez grandes, et on s'est dit que ça devait être un très grand homme qui était venu faire un tour ici. On ne s'est pas posé plus de questions que ça, et on a commencé à aller vers la porte de droite. Nolan a poussé la porte, et celle-ci s'est ouverte en grinçant. La pièce était assez grande. Il y avait au milieu une grande table en assez bon état. Je me souviens m'être demandé pourquoi personne ne l'avait prise. Le sol de cette pièce était fait de parquet qui grinçait à chaque pas que l'on faisait. À part cette table, il n'y avait rien d'autre. Alors qu'on allait repartir, on a entendu un petit bruit provenant du sol. Un bruit comme un souffle, ou un râle étouffé. Mes amis et moi on s'est regardés. On se demandait ce que c'était. On est resté immobile, essayant d'entendre à nouveau le son. Mais aucun bruit ne s'est fait entendre. Il n'y avait que la sensation d'électricité dans l'air, qui devenait de plus en plus fort. On est alors sorti de la pièce, et on a décidé d'ouvrir celle en face de nous.
Cette pièce était sombre. Il n'y avait aucune fenêtre. Et elle n'était pas vide. Il y avait au centre une chaise, d'où pendaient des câbles étranges. Mais ce n'était pas la chaise le problème. C'était ce qu'il y avait dessus. On aurait dit un homme, car on voyait des jambes qui étaient assez grandes. Mais l'homme était couvert d'un drap noir. On ne pouvait pas voir son visage, ni rien d'autre que ses jambes. On s'est stoppé net, sans faire de bruit. J'avais le cœur qui avait fait un énorme bond. Mais après quelques secondes, je me suis dit que ça devait être une statue, car qui mettrait un drap sur sa tête de cette façon? Ne bougez pas. Et surtout, au vu de la forme de ce qui semblait être la tête, ce n'était pas possible. Sinon, sa tête aurait été bien trop grosse. Nolan m'a demandé en chuchotant ce qu'on allait faire. J'ai répondu que c'était qu'une statue, et qu'on n'avait rien à craindre. Je me suis alors approché de la statue, et j'ai pris le drap dans mes mains. Et au même moment, la statue s'est levée, faisant tomber le drap à terre, et on a poussé un hurlement. La statue n'en était pas une. C'était un homme très grand, un bon 2,50 m, et il était très costaud. Il avait un jean sale et troué. Son torse était nu, musclé, mais couvert de cicatrices et de blessures. Mais le pire, c'était sa tête. Comment vous expliquer? Il n'en avait pas. Enfin, pas comme nous. À la place de sa tête, c'était une sorte d'ampoule géante. Vous avez bien entendu. Une ampoule comme celle qu'on utilise pour s'éclairer. L'ampoule était très sale. Ce qui ressemblait au culot de l'ampoule était comme planté dans le cou, et des sortes de veines et tendons fixaient l'ensemble. D'ailleurs, les veines partaient du cou et étaient placées sur le verre de l'ampoule, comme du lierre qui s'accroche au mur. Mais ce n'était pas le pire. À l'intérieur de l'ampoule, qui était transparente, il y avait une sorte de liquide qui remplissait la moitié du verre. Un liquide rougeâtre, très sale, où il y avait des morceaux humains, comme des doigts et des yeux. Cette vision était épouvantable, alors qu'on hurlait à en cracher nos poumons. Cette chose, c'était comme éclairé. Une lueur rouge clignotante provenait de sa tête d'ampoule, et un bruit strident s'est fait entendre, comme une sorte de bruit de ligne à haute tension. On n'a pas voulu savoir ce que cette chose était. On a fui le plus vite possible de ce manoir. Une fois au bout du chemin, on a regardé derrière nous, et on a vu cette chose qui était devant l'entrée. Mais plus avec une lumière rouge. Celle-ci était plutôt jaunâtre et ne clignotait pas. Il semblait ne pas bouger, mais on ne voulait pas prendre de risque de se faire attraper. La vue de cette chose immobile, la tête lumineuse, juste devant le manoir sinistre, en pleine nuit, c'était très effrayant. On est donc reparti en courant. Alors qu'on est arrivé devant chez Nolan, on s'est souvenu qu'on avait menti à nos parents. On était en train de se demander comment faire pour rentrer chez nous, tout en parlant de la chose qu'on avait vue. On avait très peur. Quand tout à coup, tout est devenu noir. Mais vraiment, toutes les lumières de la rue s'étaient éteintes, celles des maisons également. Mais surtout, il n'y avait plus un bruit. Même le bruit du vent dans les feuilles avait disparu. C'était extrêmement silencieux. On s'est directement tu, on n'osait plus parler. Puis on a ressenti comme si l'air était électrique. Nos poils se sont hérissés. Puis d'un coup, on a vu une lumière au bout de la rue, en plein milieu de la route. La lumière était jaunâtre et fixe. Puis, elle a viré au rouge clignotant. Et on s'est retrouvé dans l'obscurité totale. On ne voyait que cette lumière qui semblait foncer sur nous, et c'était le cas. La lumière, c'était la tête de la chose qu'on avait vue quelques minutes avant, et elle nous avait suivis. Tout autour de nous semblait être déformé, comme si les bâtiments étaient dans les reflets des miroirs des fêtes foraines, où on pouvait voir nos reflets être déformés. Là, c'était exactement pareil. Tout semblait être difforme, sauf nous, et cette créature à l'autre bout de la rue qui marchait d'un pas rapide et étrange vers nous. On a hurlé, on ne comprenait pas ce qui se passait. On a essayé de rentrer chez Nolan, mais sa maison s'éloignait de plus en plus alors qu'on essayait d'entrer. C'était complètement fou. On n'arrivait même pas à toucher le portail. Puis alors qu'on allait faire demi-tour, on a vu que la chose était juste derrière nous. Il était vraiment très grand, et très effrayant, avec sa grosse ampoule qui clignotait rouge. Et les choses qui se trouvaient à l'intérieur étaient dégoûtantes. Les yeux qui flottaient dans ce liquide étaient particulièrement horribles. On a hurlé de terreur, puis la chose a attrapé Nolan avec ses bras très musclés et l'a soulevé sans peine, laissant à la hauteur de nos yeux que ses chaussures. Il se débattait en hurlant, pendant que Christophe et moi, on a commencé à partir plus loin à reculons, mais sans quitter cette chose des yeux. On ne savait pas quoi faire, et à vrai dire, on avait terriblement peur. La chose a levé Nolan pour que sa tête soit face à son ampoule. Puis la lumière est passée du rouge clignotant au rouge fixe,
et Nolan a poussé un hurlement déchirant. Nous aussi, on voyait que Nolan souffrait, mais encore une fois, on ne pouvait rien faire tant on était paralysé par la peur. Puis on a vu que Nolan convulsait. De la fumée, ainsi que des flammes commençaient à lui sortir des orifices. Sa peau était en train de brûler et de fondre. C'était un spectacle atroce, et nous on ne faisait rien. Puis quand il a laissé tomber, le corps inerte s'est réduit en poussière. Il venait de vivre ce qu'on appelle une combustion spontanée. On a couru aussi vite que possible, puis d'un coup, le monde a changé. On pouvait ressentir l'air sur nos visages, entendre les bruits des feuilles. Quand on a entendu ça, on s'est stoppé net, et on a regardé partout autour de nous. Nous étions face au manoir. Le jour commença à se lever. On pouvait apercevoir à travers une des fenêtres une lueur jaunâtre. On savait que c'était cette chose, Lampe Ed, qui était là. On a regardé autour de nous à la recherche de Nolan, mais bien entendu, il n'était plus là. On est rentré chez nos parents respectifs après ça. On a dit à nos parents ce qu'il s'était passé, mais bien entendu, personne ne nous a cru. Les parents de Nolan ont été dévastés par la disparition de leur fils. Ils continuent encore à ce jour à chercher qui a bien pu l'enlever. Christophe, lui, a fini dans un asile. Il n'a jamais supporté ce qu'il a vu. Il me disait sans cesse qu'il voyait Lampe Ed dans ses cauchemars, et que celui-ci voulait sa peau. Il disait voir les yeux de Nolan dans la tête d'ampoule, et il devenait fou. Il ne faisait que dessiner la créature. Il faisait même des cosplays de Lampe Ed lors de conventions. Un jour, il a voulu poignarder sa petite sœur, parce que celle-ci a cassé l'ampoule de sa chambre. Ses parents l'ont immédiatement fait placer en asile. Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis. J'espère qu'il va mieux, et qu'il a réussi à tourner la page. Quant à moi, je vais assez bien. Je n'ai bien sûr jamais oublié cette affaire, ni cette créature. Je l'ai appelée Lampe Ed, mais j'ignore si elle porte un vrai nom. Je ne sais pas qui l'a créée. J'ai pourtant fait beaucoup de recherches, mais je n'ai rien trouvé du tout. Je ne suis jamais retourné au manoir, car je sais qu'il s'y trouve. Parfois, je le vois la nuit, quand il fait noir. Je peux voir au loin sa lampe jaunâtre. Parfois elle vire au rouge. Et ça, c'est quand il attrape une victime. Je vous le dis à vous. Faites très attention au terrible Lampe Ed. Je déteste les lampes, les lumières. À part la lumière naturelle, je peux plus les supporter. Toutes ces choses artificielles, de toutes les couleurs possibles, de formes, c'est abominable. Combien d'années il s'est passé depuis que ce monstre a tué mes amis, depuis que j'ai frôlé la mort. Personne ne m'a cru. Personne. Enfin, s'il y a bien ces couillons de Fred et Karim, mais si je leur avais dit que j'avais chevauché une licorne pour aller jeter la baguette de Suro dans la montagne du destin sur Mars, ils m'auraient cru aussi. La disparition de mes amis a pourtant fait beaucoup de bruit dans la ville, mais les autorités ont dit que c'était des enlèvements. Pourtant, je les ai bien vus se faire pulvériser par ce monstre à tête d'ampoule. J'ai eu de la chance d'en échapper. Enfin de la chance. Oui, je ne suis pas mort physiquement, mais au fond de moi, je suis détruit. J'ai essayé de vivre avec, mais je revois cette chose chaque nuit dans la rue, quand je regarde par ma fenêtre. Tout me rappelle ce moment. Les lampes, les gyrophares, tout. Je ne peux plus vivre normalement. J'ai toujours peur que cette chose revienne me tuer. Par curiosité, je suis retourné dans cette maison et je n'ai rien trouvé. Tout a disparu. D'après les gosses du coin, c'est des soldats en noir qui sont venus et ont tout pris ce qu'il y avait dans cette baraque. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Je me suis dit que si l'armée est derrière tout ça, faut mieux pas que je m'en mêle. Je n'ai plus de vie. J'ai essayé d'avoir une vie de couple, une famille. J'ai été marié. J'ai eu une fille. Je n'ai plus rien. Rien du tout. J'ai tout fait foirer. Je me rappelle que, quand j'ai demandé en mariage, Mélanie qu'elle s'appelait. Son visage n'avait connu que la joie. Elle était tellement heureuse. Elle rayonnait de bonheur. Il a suffi de quelques mois en ma compagnie pour qu'un masque fait d'ombre et de désespoir tombe sur elle. J'ai sombré dans l'alcool pour essayer d'oublier cette horreur. Mais c'était encore pire. Parfois le soir, j'allais au bar avec Karim et Fred.
quand je partais de l'usine. Je passais mes nuits là-bas, à boire encore et encore, à parfois rire, pleurer, me battre. Je ne compte même plus le nombre de fois où Mélanie a dû venir me chercher en garde à vue. Elle me lançait un regard de dégoût et d'incompréhension à chaque fois. Un jour, on a eu une fille. Ça nous est tombé dessus comme ça, on ne s'y attendait pas. Mais elle est arrivée. Juliette qu'on l'a appelée. Et je n'ai pas été un bon père avec elle, vous imaginez bien. Toujours en train de boire, que ce soit au bar ou chez moi. Je me rappelle un jour, pour ses 9 ans, ma femme avait acheté des sortes de guirlandes pour décorer la maison. Les ampoules étaient en forme d'ampoules, justement, de chaque couleur. Quand je les ai branchées, je l'ai revu. Les ombres lumineuses que faisaient ces guirlandes sur le mur représentaient Lamphead. Et je me suis mis à revivre ce cauchemar. La mort de Nolan, la tête d'ampoule qui avait les morceaux de ses victimes à l'intérieur. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai balancé sur le mur ma bouteille de vodka que j'avais dans les mains. J'ai soulevé la table de la salle à manger et je l'ai aussi jeté contre le mur. Tout ce qui était dessus est tombé à terre. Le gâteau licorne, les cadeaux, les boissons, tout. Il y en avait partout. Mais le pire, c'est que j'ai fait ça devant ma fille et ses copines. Leur visage plein de peur et d'incompréhension. Je regardais leur visage, tour à tour, et j'avais l'impression qu'ils s'allongeaient et grossissaient pour prendre la forme de la tête d'ampoule du monstre. J'en ai alors rattrapé une par les cheveux, alors que son visage se déformait et grossissait. Les autres, je les entendais pleurer et hurler, mais je m'en fichais. J'avais besoin de me défouler. Je lui ai claqué plusieurs fois la tête violemment contre le mur. C'est quand ma femme est venue me donner un coup de couteau dans le bras que j'ai lâché. Et que j'ai vu ce que j'avais fait. Toutes les gamines étaient en pleurs, derrière ma femme qui me hurlait dessus et me frappait en me poussant. Mais je ne comprenais pas un mot. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. J'ai glissé dans une flaque de sang. Le sang de la petite que j'avais frappée. La petite était inconsciente par terre. J'ai essayé de la relever, mais ma femme m'a frappé plusieurs fois jusqu'à me mettre dehors. Je savais pas quoi faire. J'ai été me réfugier dans mon bar et les mains encore pleines de sang de la petite et mon bras qui me faisait très mal. Quand Karim m'a demandé ce qui m'était arrivé, je lui ai dit que je m'étais fait mordre par un chien. Je n'ai rien trouvé de mieux à dire. La police a fini par m'arrêter le soir même, et je n'avais pas bougé de ce bar. J'ai alors su que la petite était vivante, et j'ai fini en tôle pendant quelques années. Mais vous me croirez ou non, ces années en prison étaient les meilleures années de ma putain de vie. Je n'avais pas peur de voir cette créature. Je me sentais comme en sécurité dans ces murs. J'ai su que ma femme et ma fille sont mortes dans un accident de la route, fauchées alors qu'elles traversaient la rue. Vous allez trouver ça horrible. Mais je n'ai rien ressenti quand je l'ai su. Elle ne venait pas me voir, elle me haïssait. Alors quand j'ai appris ça, j'ai juste dit « Ok », et je suis passé à autre chose. Puis un jour, je suis sorti de prison, et j'ai changé de ville. Je me suis trouvé un petit appartement. Je n'ai jamais voulu refaire ma vie. Je sais que je gâcherai tout encore une fois. Même si je ne bois plus aujourd'hui, j'aurai toujours cette chose en tête, ce monstre, ces images atroces. Ce que j'ai fait à cette petite aussi. Et puis vivre sans lumière, je ne sais pas si beaucoup accepteraient. Dès que j'ai emménagé ici, j'ai cassé chaque ampoule de l'appart, toutes les sources de lumière. Je suis dans le noir le plus souvent, et j'aime ça. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour mettre fin à ces visions. Je sais pas ce que je vais devenir. Je n'ai qu'une envie maintenant. Je veux le retrouver. Me retrouver face à cette chose et l'affronter, même si je n'ai aucune chance. Et juste pour savoir si je n'ai pas rêvé tout ça.
Si tout s'est pas seulement passé dans ma tête. Je crois que c'est ça. C'est la seule solution. Je sais pas où il est, mais je peux essayer de le retrouver. Connaissez-vous la légende de l'homme au chapeau? Ou peut-être avez-vous entendu parler du cirque? Pas le cirque local que vous pouvez trouver sur les parkings de supermarchés, mais le cirque qui se trouverait dans les bois, et que seuls les enfants semblent voir. Si vous avez des enfants, ou des petits frères et sœurs, faites attention à l'homme au chapeau. On dit qu'il est grand, habillé d'un costume noir, mais qu'il porte un chapeau haut de forme, d'un rouge éclatant. Les descriptions sur son visage sont assez différentes, mais 3 caractéristiques reviennent souvent. Il a de grands yeux, sans pupille et tout noir. Ses yeux sont beaucoup plus grands que les nôtres. Il n'a pas de nez, juste de petits trous. Et surtout, dans sa bouche, ce n'est pas une langue humaine, mais une langue de serpent. D'après la description, on ne voit jamais ses mains, parce qu'il porte des gants rouges également. L'homme au chapeau repère sa petite victime, et se met debout devant sa fenêtre, l'observant pendant exactement 6 jours. Pendant ce temps, les enfants se plaignent à leurs parents qu'un homme les observe dans leur chambre. Mais bien évidemment, ceux-ci ne les croient pas, étant donné qu'ils sont incapables de voir l'homme au chapeau. Du coup, parfois, les enfants étaient emmenés chez le psychologue, voire placés en centre spécialisé, et les plus courageux restaient jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, l'homme au chapeau frappe 3 fois contre la vitre, en pleine nuit, ce qui fait se réveiller l'enfant. Puis l'homme ouvre la fenêtre sans aucune difficulté, et ce, peu importe le type de fenêtre et les différentes sécurités. Si pendant ce temps l'enfant crie, l'homme allongera d'une manière très étrange ses bras, pour mettre ses mains devant la bouche de l'enfant, afin de le faire taire. Si les parents entrent dans la pièce au même moment, on dit qu'ils trouvent leur enfant, assis sur le lit, la bouche grande ouverte et les yeux retournés, et qu'à partir de ce moment, ils sont obligés d'être hospitalisés pour folie. Si personne n'entre dans la chambre, alors l'homme au chapeau invite l'enfant à sortir par la fenêtre. L'enfant est alors comme hypnotisé. Il tend sa main et attrape celle de l'homme au chapeau, qui l'emmène délicatement en dehors de la chambre, quelle que soit la hauteur à laquelle celle-ci se trouve. Il est très délicat avec l'enfant. Puis ils avancent, main dans la main, jusqu'au bois ou la forêt la plus proche. L'homme ne parle pas, l'enfant non plus ne peut pas parler. Il est dans un état d'hypnose. Même si l'homme au chapeau lâche la main de l'enfant, celui-ci marcherait seul vers la destination. Si un adulte les croise, il ne verra que l'enfant, semblant marcher sans but réel, tel un somnambule. Et s'il tente de le contacter, celui-ci éprouvera une terrible douleur au niveau de la tête. Puis, il aura des nausées et vomira. Puis il sentira son cœur ralentir de manière étrange, jusqu'à ce qu'il cesse de battre. Pendant ce temps, l'enfant regardera l'adulte en train de mourir, avec de grands yeux vitreux. Puis ils repartiront main dans la main, laissant le cadavre là où il est. S'il y a un groupe de personnes qui les croisent, ce sera exactement la même chose. Tous en même temps, ils vont succomber. Il est impossible de survivre à l'attaque de l'homme au chapeau. S'il y a un enfant qui les croise, alors celui-ci sera immédiatement attiré vers l'homme au chapeau. Il lui tendra la main. Mais l'homme au chapeau ne voudra pas de lui. Il va simplement lui prendre la main et la serrer. Puis l'enfant se mettra à convulser violemment. Puis il tombera sur le sol, mort. En effet, si l'homme au chapeau n'a pas choisi l'enfant, celui-ci ne lui sert à rien. Ils repartent ensuite en direction de la forêt, ou du bois le plus proche. Une fois devant, les arbres semblent s'écarter et offrir un chemin. Un chemin qui mène jusqu'à une sorte de chapiteau. En tout cas, c'est à ça que ça ressemble de loin. Un chapiteau avec de la lumière rouge qui clignote sur le bord, et une sorte de panneau publicitaire lumineux, où il semble écrit « Circus » dessus. Ces néons lumineux assez lugubres sont la seule source de lumière dans cette forêt, ou bois. L'atmosphère est donc très sinistre. Mais le cirque semble loin, très loin, au bout de ce chemin qui paraît interminable. Un chemin très sombre. L'homme au chapeau lâche la main de l'enfant au bord du chemin et lui tend un petit billet en carton, où il y est noté « Invitation ». L'enfant le prend et marche doucement le long du chemin,
Seul, l'homme au chapeau ne l'accompagne pas. L'enfant marche donc doucement, comme attiré par la lumière du cirque. Il tient son billet dans la main. Pendant la marche, il entendra d'abord le son rassurant de la nature. Il peut apercevoir des animaux, comme des lapins ou des renards. Mais plus l'enfant avance, plus le son de la nature est remplacé par des voix, comme s'il y avait des murmures dans le vent. Puis, les murmures se transforment petit à petit en voix, qui semblent chanter, mais qui finissent par pleurer et hurler pendant la marche. Les animaux eux aussi semblent changer. Plus l'enfant avance sur le chemin, plus le lapin par exemple perd ses poils, et des coupures apparaissent sur l'animal, qui au bout de quelques mètres, le fait tomber, mort. Pendant la marche, l'enfant aura le regard fixé sur le chapiteau, qui se dessine de mieux en mieux à mesure des mètres parcourus. Le cirque est plutôt grand, il s'agit d'un chapiteau très sale, avec un grand panneau, Circus, accroché dessus. Il y a également une sorte de guichet près de l'ouverture du chapiteau. Il n'y a aucune lumière, à part celle des néons sur le chapiteau. Une femme, avec un sourire très étrange, est dans le petit guichet. Son sourire est malsain. Elle ne cligne pas des yeux. Elle n'enlève pas son sourire. Elle restera comme ça, jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue. Elle semble ne pas bouger. Elle est comme figée, comme une sorte de pantin, ou un mannequin pour vêtements dans le magasin. Lorsque l'enfant sera à côté, le visage de cette femme se tournera vers lui, de manière très étrange, comme saccadé. Puis, elle tendra la main. Si l'enfant a perdu son billet sur le chemin, lors de la marche, alors la femme ne sourit plus. Elle se lève, et marche d'un pas rapide et saccadé vers l'enfant. L'enfant, à ce moment-là, retrouve tous ses esprits. Il regarde naturellement autour de lui, et hurle probablement. Il est perdu. La femme l'attrape alors par le bras, et lui tord de toutes ses forces. Et sa force est mystérieusement élevée, ce qui fait se briser le bras de l'enfant. Ensuite, elle ouvre sa bouche en grand, en très grand, et pendant qu'elle maintient l'enfant, s'il bouge trop, elle pose sa bouche grande ouverte sur le haut du crâne de celui-ci, et à la manière d'un serpent, elle gobe l'enfant, avec ses vêtements. Petit à petit, le petit corps se fait naturellement broyer à l'intérieur de la femme. Cette mort est atrocement douloureuse, et le spectacle est épouvantable. Une fois la petite victime avalée, la femme retourne dans son petit guichet et se remet à sourire étrangement, attendant le prochain visiteur que l'homme au chapeau amènera. Si l'enfant a toujours son billet, il le tend à la femme, qui celle-ci fera un geste saccadé vers l'entrée, l'invitant à entrer dans le chapiteau. L'enfant marche alors vers l'entrée du chapiteau. Il entend des musiques de cirque, ainsi que des hurlements étranges. Puis alors, une fois entré dans le chapiteau, plus rien, plus un bruit. Tout est noir. Il ne distingue rien, tellement il fait sombre. Puis, une lumière va éclairer le centre du chapiteau. La lumière met en évidence un petit podium où se trouve dessus la maman de l'enfant. Mais celle-ci n'a aucune expression sur le visage. Elle tend la main vers l'enfant, comme s'il était un robot. Si l'enfant n'a plus de maman, à cause d'une mort ou d'une séparation, ou toute autre raison, il y aura la personne la plus chère de l'enfant. L'enfant, à ce moment, retrouve ses esprits. Il panique un peu ou se met à pleurer. Cela dépend du courage et du caractère de chaque enfant. La maman, ou la personne remplaçante, ne bouge pas. Elle reste comme ça, peu importe le temps que l'enfant met à la rejoindre. Quand l'enfant se mettra à marcher doucement vers cette personne, alors de la lumière éclairera le contour du chapiteau, dévoilant alors un grand public. Le public est constitué de la même personne. Sur toutes les places, à la fois, se trouve le papa de l'enfant, le regard perdu dans le vide, figé, sans aucune expression lui non plus. Si l'enfant n'a pas de père, suite à une mort, une séparation ou une autre raison, alors encore une fois, il sera remplacé par une personne ayant de l'autorité sur l'enfant, mais que celui-ci aime. Alors que l'enfant marche pour rejoindre la maman, ou la personne remplaçante, les traits du visage du père, ou de la personne remplaçante, vont changer. Sa bouche va s'ouvrir de plus en plus grand, et ce, pour chaque clone du public, et en même temps. Ils vont suivre du regard l'enfant, tout en ouvrant grand la bouche, puis ils vont se lever, et pointer du doigt l'enfant. Si alors l'enfant court voir sa maman, ou la personne remplaçante, alors celle-ci le serre dans ses bras très fort, au point de broyer les os de l'enfant. Pendant ce temps, les clones du public applaudissent ensemble, de manière très lente. La maman, ou la personne remplaçante, ouvre alors grand la bouche pour la poser sur le haut du crâne de l'enfant, puis l'avaler petit à petit. L'enfant
est alors bien entendu mort. Si en revanche, l'enfant reste calme malgré tout, alors la maman, ou la personne remplaçante, lui prend la main délicatement, et les clones regardent alors tous en direction du toit du chapiteau. Puis ils applaudissent, alors qu'il n'y a absolument rien. Rien de visible pour des humains en tout cas. La maman, ou la personne remplaçante, conduit l'enfant à travers le chapiteau, qui semble ne pas avoir de fin. Il marche ainsi pendant des dizaines de minutes. Si l'enfant pose des questions ou parle, la maman ne répond pas. Après cette longue marche, l'enfant voit la sortie. C'est alors qu'un choix difficile lui est adressé. Soit il peut sortir, rejoindre l'extérieur, soit il peut rester dans le chapiteau. Si l'enfant décide de rester dans le chapiteau, alors la maman, ou la personne remplaçante, serre la main de l'enfant très fort, jusqu'à lui briser le poignet. Plus l'enfant pleure, plus elle serre. Ensuite, un des clones du public rejoint la maman dans une démarche très particulière et saccadée. Puis il va tenir les bras de l'enfant, pendant que la maman lui tient la jambe. Puis, ils partent chacun d'un côté opposé, sous les hurlements de l'enfant, qui sent son corps se déchirer. En effet, les deux personnes ont une force énorme. Le corps de l'enfant se déchire assez rapidement, mais très douloureusement. Une fois le corps en 2 morceaux, les deux personnes lâchent les morceaux par terre, puis le regardent. Leurs yeux virent au vert, les morceaux de l'enfant à terre se mettent alors à bouger. Des sortes de pattes d'araignée sortent des morceaux du corps, et marchent en direction de l'autre morceau, puis se soudent à l'aide de leurs pattes, ensemble. L'enfant se relève alors, mais il a une expression différente. Il semble figé, et ses yeux sont très verts. Il tend les mains aux deux personnes, puis ils partent ensemble dans un coin sombre du chapiteau. Plus personne ne reverra l'enfant. Si l'enfant décide de sortir du chapiteau, alors la maman ou la personne remplaçante pousse un long hurlement terrifiant, et s'envole d'un pas rapide et saccadé dans le fond du chapiteau, laissant l'enfant seul. Les clones du public hurlent alors l'enfant d'une incroyable rage. C'est à ce moment que l'homme au chapeau réapparaît. Il tend la main à l'enfant, que celui-ci s'empresse d'attraper. L'homme au chapeau marche alors avec l'enfant en dehors. Le dehors est la ville que l'enfant habite et connaît. Sauf que rien n'est vraiment pareil. Dans le ciel, il n'y a ni étoile, ni lune. Il fait très sombre. Les seules sources de lumière proviennent de lampadaires qui éclairent d'une manière rouge et glauque. Les maisons sont à peine visibles. Les arbres sont tous morts. Les animaux comme les chats et chiens sont squelettiques et certains sont morts également. Il n'y a personne dans les rues. L'homme au chapeau conduit l'enfant jusqu'à sa maison. L'enfant est dans un état étrange. Il ne sait pas s'il cauchemarde ou si c'est réel. Alors qu'ils arrivent devant le logement de l'enfant, l'homme au chapeau lâche la main de l'enfant et disparaît dans un nuage de fumée vert. L'enfant est seul. Il regarde alors sa maison, où il voit, à travers la vitre, les membres de sa famille, tous figés, dans une expression très étrange, ayant tous les yeux verts. L'enfant est alors, à jamais, prisonnier dans ce monde, et se fera attraper à un moment ou à un autre par une de ces nombreuses créatures, tout aussi étranges, les unes que les autres, et se fera tuer. Si vous avez des enfants, ou des petits frères et sœurs, faites très attention à eux, car l'homme au chapeau n'est jamais loin, et il est toujours à la recherche de nouvelles victimes. Ce que je vais vous raconter, c'est passé quand j'étais enfant. Je vivais chez mes parents. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous a vécu quelque chose de similaire. Si c'est le cas, j'aimerais vraiment que vous m'en parliez. Pour les autres, ceux qui ne me croiront pas, je pense que cela fera une excellente creepypasta. Vous savez, quand on est enfant, on fait souvent des choses stupides pour faire montrer aux autres qu'on n'a peur de rien. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'étais avec mes amis dans la cour de récréation, et un d'eux a sorti de son sac un petit livre noir. Il a dit fièrement que c'était le livre de magie de sa mère, car sa mère était une sorcière d'après lui. On avait une dizaine d'années, et j'adorais ce qui était surnaturel. Je lui ai demandé si c'était un vrai livre, et il m'a répondu que oui, et que sa mère avait expliqué qu'il y avait à l'intérieur un rituel capable de faire venir un démon. On était épatés. Je vous rappelle qu'on était encore jeunes. L'un de mes amis a dit qu'on n'était pas capable de faire ce rituel le soir même, que lui, il n'avait pas peur, et qu'on devrait se retrouver pour le faire ensemble. Et c'est ce qu'on a fait.
J'avais demandé à ma mère si je pouvais dormir chez Lucas, et elle était d'accord. Donc on s'est retrouvés à 3. Lucas, Jérémy et moi. On s'était mis par terre, et on avait posé le livre devant nous. On avait éteint les lumières, et on avait juste nos lampes de poche pour éclairer le petit livre. Lucas ne voulait pas qu'on y touche, donc c'est lui qui a choisi le rituel. Et sur la page, on pouvait voir un homme, tout tordu, sa tête sur le côté. Mais le plus effrayant, c'était ses longs bras, tout tordus dans des sens improbables, et surtout ses doigts, tout aussi tordus bizarrement. Et rien qu'à voir cette image, j'avais un peu peur. Je me disais que si c'était cette chose qui allait venir, plus jamais je ne pourrais dormir. Mais bien sûr, je n'ai rien dit aux copains. Je ne voulais pas paraître pour un foussard. Mais le visage de Jérémy était aussi plein d'angoisse que moi. Lucas a été chercher des bougies et les a placées autour de nous. Puis il a dit qu'on devait répéter après lui les paroles. Jamais je ne les oublierai. Il était un homme tordu, qui a marché 1 kilomètre tordu. Il a trouvé une pièce tordue sur une pierre tordue. Il a acheté un chat tordu, qui a attrapé une souris tordue. Et ils ont vécu ensemble dans une petite maison tordue. Je sais ce que vous pensez. Ces paroles n'ont absolument rien de terrifiant, et je suis complètement d'accord. C'est juste les paroles d'une comptine. On l'a répété 6 fois, je crois, quand les bougies se sont mises à s'éteindre. Tout à la fois. Puis nos lampes de poche ont commencé à grésiller et à s'éteindre. On n'osait plus bouger. Puis, on a entendu des pas qui venaient dans notre direction. Et il y a eu une voix très grave qui a dit des autres paroles. C'était un homme tordu qui marchait d'un pas tordu et de l'enfer venu s'empara d'une jeune fille pour tuer sa famille tordue dans un grand rire tordu. La voix était proche de nous. On s'est relevé à toute vitesse et on a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était fermée. On n'arrivait pas à l'ouvrir. On a hurlé, puis on a entendu des bruits de griffures sur la vitre de la chambre. Quand on s'est retourné, il y avait la silhouette d'un homme grand et tordu, avec de longs bras et des mains qui frottaient la vitre. Nos hurlements ont doublé en intensité. On donnait des coups de poing dans la porte. L'homme tordu avançait lentement vers nous, en sifflotant la comptine. Puis d'un coup, la porte s'est ouverte, et les parents de Lucas sont entrés dans la chambre et ont allumé la lumière. On a regardé en arrière, il n'y avait plus rien. On ne comprenait pas comment c'était possible, et on a essayé d'expliquer tant bien que mal ce qui nous était arrivé. Sauf que les parents de Lucas ne nous ont pas cru, et nous ont dit de nous coucher. Bien entendu, Jérémy et moi, on ne voulait plus dormir chez Lucas. On a donc demandé à nos parents de venir nous chercher. Mon père est arrivé 1 quart d'heure plus tard, et je suis monté dans la voiture. Il m'a demandé ce qui s'était passé, et je lui ai expliqué. Il s'est alors mis à rire, et m'a dit que j'avais sans doute fait un cauchemar, que les démons ou autres créatures n'existaient pas. Quand je suis arrivé chez moi, mon père m'a conduit à ma chambre et m'a rassuré. Il m'a laissé la lampe de chevet allumée avant de sortir de la chambre. Et j'ai fini par m'endormir. Je me sentais mieux chez moi, plus en sécurité. Durant la nuit, je me suis réveillé. J'avais très soif. Je me suis aperçu que ma lampe de chevet était éteinte. Je me disais que c'était mon père qui avait dû venir l'éteindre. J'ai regardé l'entrée de ma chambre, et mon cœur a fait un énorme bond. Il y avait une forme étrange. On aurait dit un homme, avec un chapeau, dans une posture très étrange. Il était immobile. Je suis resté comme ça, moi aussi, immobile, en essayant de retenir mon souffle. Quelques minutes après, la forme a disparu. Elle est descendue en s'agitant bizarrement. Je ne voulais plus quitter mon lit, mais la soif était trop forte. J'ai appelé mon père à voix haute, mais il n'a pas répondu. Je me suis donc décidé à me lever du lit, et j'ai marché doucement vers les escaliers. J'ai regardé attentivement. Il n'y avait rien. J'ai donc descendu doucement. Arrivé en bas, j'ai trouvé une pièce sur le sol. Je me suis baissé pour la ramasser. Elle était très belle. J'ai regardé partout autour de moi. Juste en face, il y en avait une autre. Puis une autre encore en face. Je les ai suivis en les ramassant. Ça faisait un chemin jusqu'à la cuisine, où mon père se trouvait dans le noir, face à la fenêtre, immobile. Il me regardait, sans bouger. Je lui ai dit que j'avais trouvé des pièces, et il a tendu le bras, toujours sans dire un mot.
Mais un sourire très étrange est apparu sur son visage, et ses doigts s'agitaient dans tous les sens. Je me suis approché doucement, je me disais que c'était mon père et que je ne devais pas en avoir peur. Mais il était tellement bizarre. Alors que je m'avançais vers lui, j'ai entendu la porte se fermer. Je me suis alors retourné pour regarder cette porte, qui était bien fermée. Je ne sais pas comment. Quand je me suis retourné pour regarder mon père, celui-ci était en train de se tordre dans tous les sens. Ses bras s'agitaient bizarrement. Sa tête faisait des angles improbables. J'entendais les craquements de ses os. Il y avait plein de pièces d'or tordues qui tombaient de ses poches. J'ai crié, pris de peur. Puis d'un coup, mon père s'était immobilisé, tête baissée. Ses bras étaient en l'air, tordus. Ses doigts étaient écartés, et également tordus. Il est resté immobile, au moins pendant 2 bonnes minutes, mais ça m'a paru une éternité. J'ai essayé de reculer en faisant le moins de bruit possible, et j'ai essayé de tourner la poignée de porte. Mais celle-ci ne voulait pas s'ouvrir. Chose étonnante, car il n'y avait pas de serrure ou verrou sur cette porte. J'ai entendu mon père qui semblait pleurer. Je me suis donc approché doucement pour voir s'il était blessé. Celui-ci était toujours immobile. J'ai étendu mes bras pour toucher un de ses doigts tordus, et quand je l'ai touché, il a levé sa tête vers moi. Ce n'était pas le visage de mon père. C'était un homme, sans yeux, ni nez. Il n'avait qu'une grande bouche pleine de dents pointues et ensanglantées. Du sang coulait de sa bouche. Il a hurlé la comptine que j'avais entendue chez Lucas en marchant d'un pas bizarre, tordu. C'était l'homme tordu, le Crooked Man. J'ai hurlé aussi fort que je pouvais, et j'ai foncé dans la porte pour l'ouvrir. Celle-ci s'est ouverte brusquement, tellement brusquement que je suis tombé. J'entendais le pas de l'homme tordu approcher en chantant son horrible chanson. Je me suis couvert le visage pour ne pas le voir me tuer. Mais mes parents sont arrivés en courant. J'ai entendu ma mère hurler, et mon vrai père a couru m'attraper, pour me porter, et on est sorti de la maison en courant. L'homme tordu nous suivait. On est monté dans la voiture, et mon père a démarré. On pouvait voir l'homme tordu au loin qui essayait de nous suivre avec ses pas étranges. Quelques minutes après, ma mère a reçu un coup de fil. C'était la mère de Lucas, qui nous disait qu'on allait peut-être recevoir la visite d'un homme tordu, bizarre, mais qu'elle allait le faire partir immédiatement. Ma mère lui a expliqué qu'on venait juste de le voir, qu'elle n'aurait jamais pensé voir ça un jour. Elle, qui ne croyait pas au paranormal. Je n'ai plus jamais revu l'homme tordu après cette horrible journée. Je n'ai plus jamais touché, après ça, à un objet ou livre proposant de jouer avec les démons ou esprits. Parce que je sais que ça existe. Je vous mets en garde. N'invoquez jamais l'homme tordu. J'ai eu de la chance, mais je ne sais pas si vous en aurez.